20h30 à Paris, la suite de l'essentiel. On va plus loin dans un instant avec ce soir Patricia Lémonière, grand reporter. Vous signez Géopolitique du Sahel aux éditions PUF. En face de vous, Anne Corpet, chroniqueuse internationale ici à France 24. Bonsoir mesdames. Incertitude au Mali sur le devenir de la junte. Le ministre de la Défense a été tué ce week-end lors d'une série d'attaques violentes et coordonnées. À la manœuvre, les djihadistes du JNIM, alliés aux séparatistes Touaregs. L'une de leurs prises, et pas des moindres, la ville de Kidal, dans le nord. Colalen, 31 ans, mise en accusation par la justice américaine pour tentative d'assassinat sur le président américain et 2 infractions liées aux armes. C'est lui qui a tenté de faire irruption au gala des correspondants auquel participait Donald Trump. Son profil, ses motivations, le FBI donne ce soir une conférence de presse. Le calme était précaire ce lundi au Mali, notamment à Bamako, la capitale, et Kati, fief des militaires. Ce week-end, des attaques à l'ampleur et à la coordination inédites dans le pays. D'un côté, l'armée malienne, de l'autre, les djihadistes du JNIM, alliés aux indépendantistes Touaregs. Un coup sans précédent pour la junte au pouvoir. Dans ces convois militaires, ceux que le Front de libération de l'Azawad présente comme des soldats russes de l'Afrika Korps, quittant la ville de Kidal. Ils auraient passé un accord avec ce groupe rebelle Touareg qui revendique la prise totale de la ville située au nord-est du Mali. Une victoire pour ces combattants indépendantistes au terme d'une offensive coordonnée avec les djihadistes du JNIM alliés à Al-Qaïda. Des attaques multiples débutées samedi qui ont pris de court la junte au pouvoir. Gao, Sévaré, Bamako et la ville garnison de Kati, plusieurs localités ont été ciblées. Des offensives inédites ces dernières années par leur ampleur qui ont coûté la vie au ministre de la Défense, Sadio Kamara. Un véhicule piégé, conduit par un kamikaze, a visé la résidence du dit ministre. Au cours d'intenses affrontements, il a été blessé, puis transporté à l'hôpital, où il a malheureusement succombé. Le général Assimi Goïta a, lui, été exfiltré de Kati et se trouverait désormais en lieu sûr, selon les autorités. Le chef de la junte, président de la transition au Mali depuis 2021, n'a fait aucune apparition publique depuis le début de cet épisode de violence. Le pays, dirigé par des militaires arrivés au pouvoir après 2 coups d'État, est confronté depuis une quinzaine d'années à des violences djihadistes et de groupes criminels communautaires et indépendantistes. Patricia, peut-être l'une des prises les plus importantes, en tout cas les plus symboliques de ce week-end, c'est celle évidemment de Kidal dans le Nord, parce que qu'on comprenne bien, c'est grâce à cette alliance, cet accord finalement avec d'une part le JNIM et les séparatistes Touaregs, et cet accord qui serait conclu donc avec les Russes. Oui, en tout cas, c'est symbolique parce que cette ville incarne pour les autorités de Bamako la reprise en main de leur pays. Souvenez-vous, quand Kidal était resté bastion finalement tenu par les indépendantistes jusqu'en 2023, en novembre 2023. Et il avait fallu qu'il y ait l'arrivée du groupe Wagner avec finalement l'armée malienne pour que Kidal soit enfin reprise. Et c'était un contentieux qui avait beaucoup opposé les forces françaises et Bamako, parce que les Maliens accusaient la France d'avoir soutenu les indépendantistes Touaregs et d'avoir empêché cette reprise. La réalité était beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas c'était un des contentieux qu'on avait avec les Maliens, même pas qu'avec Bamako, avec les Maliens. Bon, donc là, la ville, c'est symbolique par rapport aux autorités de Bamako. Et là, le fait que... si vous voulez, tout ça n'est pas sorti comme ça. Hein. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'il y a des tractations, hein, avec presque des accords parfois entre les indépendantistes de l'Azawad et le JNIM, les djihadistes du JNIM, pour essayer de monter cette alliance-là qui a été faite, qui a permis finalement cette prise de Kidal. Mais on avait vu déjà les forces, souvenez-vous, quand les forces russes avaient été
avait 80 Russes avaient été battus dans le nord, à Tizaoueten, dans le nord du Mali, par une convergence, là encore. Il y a plus d'1 an, par une convergence entre les indépendantistes et les hommes du JNIM. Donc, ça fait longtemps qu'ils montent et qu'ils font des opérations. Là, ce qui surprend, hormis Kidal, et j'en finirai par là, c'est l'ampleur. C'est-à-dire que Kidal, c'est dans le nord et ça a toujours été un problème, mais maintenant, c'est plus dans le nord. C'est le conflit se déporte au sud du Mali et totalement couvre l'entièreté du territoire malien. C'est bien autre chose. Un mot peut-être de cette retraite russe, ça veut dire défaite de Moscou ou c'est un peu rapide ? C'est un peu rapide, je pense. Ça veut dire que, en tout cas, la stratégie adoptée par les autorités maliennes vis-à-vis de leurs supplétifs russes ne fonctionne plus de la même façon. Dans un premier temps, et jusqu'à l'année d'avant, il y a 1 an, ils menaient des opérations frontales d'attaque. Ils tentaient de reprendre du terrain en menant des opérations. Depuis maintenant, depuis que le JNIM a mené l'encerclement des villes par les campagnes, c'est presque maoïste comme concept, si on se souvient de ce que disait Mao. Eh bien, depuis que cette stratégie a été élaborée et qu'il y a eu presque un blocus économique de la capitale et d'autres villes maliennes, et finalement, l'armée russe a servi plutôt pour escorter, pour faire des protections aériennes sur les convois. Enfin, c'était complètement différent. Ils étaient perdus là-haut à Kidal. Je pense qu'ils se sont souvenus d'abord des 80 morts qu'ils avaient eus 1 an plus tôt, un peu plus d'1 an avant. Et en plus, ils n'ont plus vu leur utilité. Donc, ils ont passé un accord et ils se sont retirés. Comme ils avaient déjà, quand il y avait eu ces 80 morts, à un moment donné aussi, il y avait un accord. Anne, on a vu avec ces attaques la mort du ministre de la Défense, Sadio Camara, qui est une figure évidemment de la junte, mais qui est aussi cet homme qui a servi, qui a aidé au rapprochement avec Moscou. C'est un peu l'artisan de tout ça, finalement. C'est l'artisan complet de tout ça. D'ailleurs, il était en train de suivre une formation militaire à Moscou qui devait durer 3 ans quand il est revenu pour des vacances au Mali en 2020. Et il a participé au coup d'État à ce moment-là. Donc, il n'a pas eu le temps de finir sa formation à Moscou, où il devait suivre une instruction militaire poussée, apprendre la langue russe. Mais c'est sous son impulsion que les forces françaises ont été sorties du Mali. Et que, à l'époque, c'était les mercenaires de Wagner sont arrivés. Il est allé plusieurs fois à Moscou pour négocier. Bon, après, les forces Wagner, après la mort de Prigojine en 2023, elles ont changé de nom, elles sont devenues South Africa Corps. Et surtout, elles ont été placées directement sous le contrôle du vice-ministre de la Défense russe. Et Sadio Camara était, l'artisan de ce rapprochement, mais aussi celui qui avait la main mise sur les opérations militaires des forces armées maliennes. Donc c'est une perte très lourde pour la junte au pouvoir. Vous le disiez, Patricia, c'est aussi l'illustration que cette stratégie militaire, finalement, a échoué. Alors d'une part, quand on voit le rôle que jouait Sadio Camara, mais aussi que la junte avait fait de cet impératif sécuritaire quelque chose un peu son fer de lance, finalement. D'ailleurs, il y avait même une alliance qui s'était constituée. Ce qui est très étonnant dans ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une forme d'alliance type OTAN, voulait-il dire, en créant l'AES, l'Alliance des États du Sahel, souvenez-vous, avec un principe d'assistance. Niger, Burkina Faso et Mali. En créant un principe d'assistance si l'un des pays était menacé. Là, on voit bien que l'assistance, elle ne s'est pas manifestée, en tout cas visuellement. Et donc, je crois que les 2 autres pays assistent avec une très grande inquiétude à ce qui se passe au Mali. Le Burkina Faso est dans un très sale état, de la même façon, puisqu'il y a plus de la moitié du pays qui n'est plus contrôlé. Et le Niger ne se porte pas bien, même si l'armée nigérienne est plus costaud. Là, si vous voulez, les autorités maliennes, d'abord, on n'a pas des nouvelles du chef de la junte, sauf s'il s'est manifesté dans les dernières heures. Mais effectivement, Assimi Goïta, ni communiqué, ni prise de parole officielle. Il aurait été mis effectivement en sécurité. Entre lui et le ministre de la Défense, c'était pas toujours l'amour, il faut bien le dire. Donc peut-être ça va finalement arranger ses affaires qu'il ait disparu parce qu'il pourra mieux contrôler la situation. C'était pas forcément la tendresse entre les deux. Ces derniers temps, il y avait quand même des divisions et j'imagine que c'était aussi des divisions qui avaient à faire avec la stratégie. Mais il faut bien dire que ce qui se passe au Mali,
et ce qui se passe dans tous ces pays, au-delà du factuel pur d'aujourd'hui, hein, c'est un mouvement d'ampleur, c'est un mouvement des révoltes des marges de ces pays qui n'ont pas été pris en compte par les autorités centrales, où il n'y a eu pas de développement, où il y a eu l'économie qui était laissée complètement en déshérence, où il n'y avait pas de voie de communication. Et les djihadistes ont parfaitement recruté, utilisé ces révoltes des marges. Là, vous voyez, les indépendantistes s'allient avec les djihadistes. Ailleurs, ils se servent de l'abandon des peuls dans d'autres endroits. Enfin, à chaque fois, ils prospèrent finalement sur un fort mécontentement. Et la crise profonde malienne est en fait une crise économique, sociale et politique. C'est beaucoup plus global. Ce n'est pas des djihadistes fous alliés avec des indépendantistes qui menacent la junte. Ça va bien au-delà. Et il prospère aussi sur cette lutte d'influence étrangère qui se joue particulièrement dans cette région. Ah ben oui, là, si vous voulez. Alors, ce qui est très étonnant, parce que ces pays sont tous détenteurs quand même de richesses dans leur sous-sol, hein, qui ne sont d'ailleurs pas totalement prospectées. Le Mali, par exemple, a beaucoup de lithium. Les Chinois se sont emparés, j'ai envie de dire, pratiquement du lithium. C'est des pays qui sont assis sur des tonnes d'or. La moitié hein, est prospectée et utilisée par le pays. Sinon, c'est des orpailleurs indépendants et voire clandestins. Donc une partie de la richesse échappe. Et quand on dit qu'une partie de la richesse des sous-sols échappe, imaginez-vous que les pays qui ont envie de s'accaparer cette richesse, avant c'était peut-être les Canadiens, les Sud-Africains, maintenant c'est plutôt les Chinois, c'est plutôt les Russes, c'est plutôt d'autres pays, les pays du Golfe qui sont aussi très, très présents et qui regardent tout ça avec le plus grand intérêt. Et les Chinois, la sécurité, qu'ils aient des personnes enlevées, tuées, ça leur fait pas peur, hein, en plus. Donc ils sont là. Et les Russes, ils étaient là jusqu'à ce que la situation mondiale un peu se détériore, parce que quand même, ils ne peuvent pas se permettre de mettre beaucoup d'hommes et dépenser beaucoup d'argent dans ces pays-là, même s'ils le font. Et on voit que les promesses, et j'en finirai encore là par là pour ne pas être trop longue, parce que je pourrais être intarissable, les promesses de développement, les promesses de développement qu'ils avaient promis en milliards injectés dans cette région ne sont pas au rendez-vous. Anne-Patricia évoquait cette inquiétude de la part du Niger, du Burkina Faso, de cette alliance des États du Sahel. Inquiétude aussi parce qu'il y a un risque de déstabilisation régionale du fait de la situation actuelle au Mali. Ils sont, comme le disait très bien Patricia, qui connaît beaucoup mieux le Sahel que moi, donc c'est très bien qu'elle occupe le terrain. Ils sont confrontés à des problèmes un peu similaires, même si les groupes ne sont pas nécessairement les mêmes. C'est vrai que le très bref communiqué de l'Alliance des États du Sahel a surpris, parce qu'ils se contentent de dénoncer, je crois, de mémoire, un complot monstrueux, au lieu de réagir comme normalement leur accord de coopération de défense aurait dû le supposer. Bon, après, c'est difficile de se mettre à bombarder des villes quand il y a des habitants qui sont sur place. Et effectivement, ils n'ont peut-être pas eu envie de dégarnir leur propre pays et d'offrir ainsi le flanc à d'éventuelles attaques de groupes chez eux. Donc il y a évidemment une inquiétude qui a dû se manifester de manière très vive dès samedi soir chez les voisins au Niger et au Burkina Faso. Après, bon, hormis à Kidal, les assaillants se sont retirés des villes. Hein. Ils n'ont pas cherché à conquérir les centres urbains. Et c'est une stratégie qui semble avoir, parce qu'ils restent présents dans les milieux ruraux. Et c'est plutôt une stratégie d'attaque récurrente qui vise à délégitimer le pouvoir de la junte et à déstabiliser le pouvoir pour qu'il s'effondre comme un fruit mûr au terme de plusieurs coups de boutoir comme ça. Et qui profite de cette crise dont parlait Patricia, la crise sociale, la crise économique. Évidemment, et de fait c'est toujours sur ces crises que prospèrent ce genre de groupe. Hein. Ils viennent proposer des emplois avec de l'argent à la clé à des gens qui peinent à se nourrir, à faire paître leurs troupeaux. Et c'est toujours là-dessus que les djihadistes ont prospéré au Sahel.
mais un chef touareg, parce que Yad Ghali est donc un chef touareg, un noble touareg, qui est donc la tête du JNIM, lui a regardé avec le plus grand intérêt ce qui se passait en Syrie, même si le contexte n'est pas le même. Et j'insiste beaucoup, ça n'a rien à voir. Mais il a vu qu'il y avait une possibilité finalement de prise de pouvoir une fois que finalement le fruit est mûr, comme dit très bien. Donc cette prise de pouvoir, eh bien, c'est ce qu'il met en pratique là aujourd'hui. Mais il attend effectivement que le premier... Et dans les plus petites localités, ils font des blocus. Et donc, ils essayent de négocier avec les autorités locales pour débloquer. Mais vous voyez, c'est des blocus qui sont parfois très longs, sur plusieurs mois. Oui, il l'avait fait sur Bamako, le blocus. Alors, sur Bamako, le blocus, il était tenté, mais il n'a pas marché, en fait. Enfin, il y a des convois avec de l'essence qui passent. Et au cœur, j'ai envie de dire, pris entre deux feux, on a cette population aussi à qui on a promis le changement politique lorsque la junte est arrivée au pouvoir. Force est de constater que là aussi, finalement... elle s'est fait berner, pardon l'expression. Alors, j'ai envie de dire, ce qui est étonnant, enfin bon, si on se fie au sondage, le chef de la junte était encore populaire, parce qu'il incarne pour une partie de la jeunesse, pour une partie des déshérités, un partage peut-être de richesses qu'ils n'ont pas eu, avec les équipes précédentes où c'était dans l'entre-soi, j'ai envie de dire pas l'entre-soi parisien, mais l'entre-soi bamakonais, je ne sais pas comment on le dit. Si vous voulez, c'était un partage du pouvoir, un partage des richesses, un partage de tout. Et cette population a vraiment cru qu'avec l'arrivée de cette jeune, de ces hommes plus jeunes au pouvoir, eh bien, on allait assister à une redistribution des cartes. Tout ça entretenu par une forte propagande sur les réseaux sociaux, mise en place par les Russes au départ, mais maintenant les fermatrolls existent partout dans cette partie du monde. Et le plus fort des trollers, j'ai envie de dire, c'est le chef de la junte au Burkina Faso. On va en passer à notre deuxième thème, si vous le voulez bien, parce que malheureusement, le temps avance. Il a été inculpé pour tentative d'assassinat, utilisation d'armes à feu. Cole Allen, 31 ans, le tireur du dîner des correspondants auquel assistait Donald Trump, était présenté à un juge américain ce lundi, alors que le dispositif de sécurité soulève des questions, on va en parler, s'exprime ce soir, dans quelques minutes plus exactement, le directeur du FBI aux côtés de la procureure du district de Columbia et du procureur général. On devrait donc en savoir plus sur les motivations de l'assaillant ainsi que sur son profil. Anne Corpès, sur cette conférence de presse donc, qui va se tenir dans quelques temps, la question aussi qui est liée derrière, c'est sur cette question des failles de sécurité qu'on a évoquées par rapport à un tel événement qui a lieu dans un hôtel où finalement chacun peut circuler librement. Et on a vu aussi les images qui peuvent soulever de telles questions sur la sécurité. Oui, alors la sécurité du président comme des hautes personnalités de l'État, elle est assurée par le Secret Service. Ce n'est pas le FBI qui est en charge. Et effectivement, il y a des failles évidentes dans la sécurité. Il y a un journaliste qui a témoigné du fait qu'il avait pris une chambre à l'hôtel et qui dit qu'il est rentré dans l'hôtel, personne ne l'a jamais fouillé. Le seul portail de sécurité, c'est celui que l'assaillant a tenté de franchir en courant et à l'issue de quoi il a été interpellé. Mais c'est quand même très étonnant, en effet, que l'ensemble de l'hôtel n'ait pas été fouillé parce que l'assaillant avait réservé dans l'hôtel et il a débarqué avec son arme et ses couteaux. Donc ça, c'est quand même un problème. Après, il n'y avait pas d'agent du Secret Service à proximité immédiate et à la même tribune, il y a quand même tout l'exécutif américain. Il y a le vice-président, son épouse aussi. le président, des ministres, etc. Donc là-dessus aussi, la presse américaine s'interroge pourquoi il n'y a pas le type avec la mallette qui la déploie immédiatement devant le président. On a entendu aussi argoter au sujet du fait que J.D. Vance a été évacué beaucoup plus rapidement. Donald Trump dit que c'est lui qui voulait rester pour savoir ce qui se passe. Ça lui permet de s'opposer, encore une fois, un homme courageux. Parce que c'est la troisième tentative. C'est la troisième tentative. Il y a eu évidemment cette scène incroyable à Butler quand il avait été touché à l'oreille et où la balle l'avait miraculeusement épargné. Et puis il y avait une intrusion d'un homme armé sur son terrain de golf en Floride. Donc oui, ça fait 3 tentatives contre un président américain. Après, il y a dans l'histoire des États-Unis
4 présidents qui ont été assassinés pendant leur mandat. Il y a une histoire de la violence aux États-Unis qui est très ancienne et bien ancrée. Précisément, sans justifier bien sûr ce qui s'est passé, hein, la violence à laquelle on assiste sous le mandat de Donald Trump, c'est celle-là même qui est aussi prônée finalement par le locataire de la Maison-Blanche dans ses discours que l'on sait virulents, dans son langage peu fleuri, etc. C'est évident que Donald Trump a instauré une rhétorique ultra-violente dès son arrivée au pouvoir en 2016, dès son premier mandat. Et il a fait évoluer les normes du discours avec des attaques très hostiles et insultantes, contre les migrants, contre les musulmans. Parfois personnelles. Mais aussi contre les élites de Washington. Et il y a des élus au Congrès qui ont témoigné du fait que lorsqu'ils étaient pris à partie nommément sur le réseau social de Donald Trump ou à l'époque sur Twitter, immédiatement après, il subissait des menaces directes et des attaques de la part de la population américaine. Donc, oui, il porte une responsabilité dans l'augmentation de la violence. D'ailleurs, il y a eu des chiffres sortis en 2023 par la police du Congrès, du Capitole, qui avait recensé plus de 8000 menaces contre les élus. Donc ça, c'était en 2023. Et c'était 10 fois plus qu'en 2016. Donc les mots, quand ils sont employés par le sommet de l'exécutif, ont des conséquences réelles. Ils tournent ensuite en boucle sur les réseaux. Donald Trump délivre quasiment des cibles et c'est effectivement dangereux. On se souvient que Paul Pelosi, le mari de Nancy Pelosi, l'ancienne patronne de la Chambre des représentants, patronne démocrate, a été attaqué à coups de marteau chez lui. Il y a eu des élus qui ont été assassinés, des élus démocrates dans le Minnesota. Et évidemment, il y a aussi eu, il ne faut pas l'oublier, la mort de Charlie Kirk, un influenceur d'extrême droite. En plein discours. Patricia, c'est un événement dont il pourrait avoir besoin, si je puis dire, Donald Trump, alors qu'on est dans ce contexte de guerre en Iran, une guerre qui le rend largement impopulaire auprès, pas seulement de son électorat, mais de la population de manière générale? Alors, je crois que ça n'aura pas le même effet que ça avait eu pour Reagan. Souvenez-vous, quand il avait été blessé, lui a été blessé et opéré dans la foulée. Donc, ça a favorisé sa cote de popularité. D'ailleurs, dit la légende, en arrivant avant d'être opéré à l'hôpital, il avait demandé au médecin qui allait l'opérer, est-ce que vous êtes républicain? Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais en tout cas, ça fait partie de la légende qui entoure Reagan. Ça ne servira pas aussi comme Butler, parce que là, le président blessé avait justement bloqué ses gardes du corps qui voulaient l'exfiltrer pour se dresser devant les caméras du monde entier avec son poing, fight, 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 combat, combat. Donc là, on n'en est pas du tout là. D'abord, il était exfiltré. Il a voulu rester peut-être, vrai ou faux, je ne sais pas. Mais enfin, il a finalement été exfiltré, puis il a trébuché, puis il est tombé. Enfin bref, mais il est quand même ressorti tout de suite après. Et ce qui est intéressant, quand dans sa conférence de presse qu'il a donnée après, il a appelé à l'unité. Il avait fait la même chose à Butler. Ça avait duré une semaine, ce discours d'unité, on va tous réunis. Là, d'un seul coup, on avait l'impression que chaque fois qu'il est menacé directement physiquement, il prend une grandeur présidentielle, il oublie sa verve et sa violence. Bon. Relative d'ailleurs, parce que Caroline Leavitt, je vais vous dire, voilà. Là, ça avait duré une semaine à Butler, là, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il a donné une interview tout de suite à la chaîne CBS et quand la journaliste l'a interviewé sur ce fameux mémorandum ou manifeste laissé par l'attaquant et donc l'accusé d'aujourd'hui, eh bien, elle a fait état de ces mots qui le ciblaient indirectement, mais comme c'était de lui dont il s'agit, pédéraste, corrompu, enfin, etc. Et donc là, il est parti dans une fureur totale contre elle. Il l'a pulvérisée en vol en disant « Mais comment ça se fait, les journalistes, etc. » Et là, il est reparti dans sa violence. Et de cette violence-là, il se joue et il pense qu'il capitalise sur cette violence. Il pense qu'il gagne les élections sur cette violence-là. Donc, il va très vite revenir à la violence, mais je ne suis pas certaine, pour répondre à votre question et pour finir, que cela lui serve tant, effectivement, les sondages, pour l'instant, sont en chute libre. Et ce, à quelques mois des midterms, c'était un très
Un très rapide mot sur le fait qu'on soit à quelques mois des midterms, Anne. C'est très loin par rapport à l'incident. C'est-à-dire que d'ici là, plein de choses vont se passer. Les Américains ont plus les yeux rivés sur le prix du gallon d'essence que sur la dernière sortie de Donald Trump. Et il faut rappeler que si les partisans du président ne le lâcheront jamais, Donald Trump, il n'est pas sur l'affiche aux midterms. Donc là, il ne va pas forcément réussir à sortir la tête de l'eau si... tous les présidents ne sont pas réélus aux midterms. C'est assez classique pour un président de perdre une majorité au Congrès, mais c'est beaucoup trop tôt pour faire des pronostics. Il y a quand même des gens qui s'inquiètent sur les interférences qui pourraient subvenir pendant le déroulement du scrutin, avec par exemple des positionnements de la police fédérale ICE sur l'immigration qui pourraient faire en sorte que les gens issus d'origine, disons, étrangère, hésitent à aller voter. Il y a, comme à chaque fois, du charcutage électoral. Et les plus pessimistes parlent même d'instauration d'état d'urgence et de report des midterms. Moi, ça, je n'y crois pas beaucoup pour le moment. Merci beaucoup, Anne Corpet. Merci également, Patricia Alémonière. Vous restez avec nous dans quelques minutes. Cet examen de conscience à l'ONU avec cette question, le traité de non-prolifération nucléaire est-il encore utile à l'heure de la guerre en Ukraine et de celle contre l'Iran? A tout de suite.